Hello hello, je sais pas trop comment commencer ce vlog parce que je veux faire quelque chose d'un peu inhabituel, parler d'un sujet un peu inhabituel. Ceci étant dit, sur cette chaîne, maintenant, je vais la définir plutôt en disant que je vais parler de queer pop culture et de Q-culture, donc de pop culture féminine. Et genre ça rentre dans ces deux thématiques, le film dont je vais vous parler. Donc on va dire que ça marche comme un tas de gens, et heureusement, j'ai beaucoup aimé, j'ai été balle marqué par le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Alors je suis pas très à l'aise pour parler de films d'auteurs parce que j'apprécie certains auteurs, mais je me considère pas comme un fan du grand cinéma. Moi j'aime les animés, j'aime les mangas et j'aime certains réals. Je suis pas du tout un aficionado de cinéma qui soit pas du cinéma d'animation à la base. D'ailleurs, Céline Sciamma a scénarisé un film d'animation super cool, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, Ma vie de courgette, il faut aller voir ça. Mais ouais, on va peut-être commencer par Céline Sciamma. Céline Sciamma, du coup, le nom que j'ai dit 10 000 fois depuis le début de cette vidéo. Une réalisatrice lesbienne, scénariste et réalisatrice. Je l'ai découverte à l'époque où je bossais pour un certain web magazine dont on ne va pas prononcer le nom. Je devais regarder pas mal de trucs et en parler dans des articles. Du coup, je m'étais fait en fait la carrière de Céline Sciamma. Je l'ai pas découverte au ciné, je l'ai découverte comme ça. C'était juste avant la sortie de Bande de filles que j'ai moins apprécié a posteriori en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, ouais, donc j'ai découvert La naissance des pieuvres, Tomboy et un court métrage que Céline Sciamma avait fait avec cette actrice assez connue qui racontait juste allongée sur un lit son expérience de jeune fille lesbienne en milieu rural. Et c'était très touchant, très très simple et très touchant, j'ai trouvé. Mais ouais, La naissance des pieuvres, il m'a cringé de ouf, parce que c'est le genre de cringe que t'as à l'adolescence, en fait. Mais je l'avais beaucoup aimé être cringé. C'était violent, il est violent ce film, je trouve. Tomboy, mais en fait, j'étais super stressée tout le long du film. C'est une petite fille, une petite personne assignée fille, qui se fait passer pour un garçon auprès d'un groupe d'enfants qu'elle intègre, et tout du long, tu stresses de ouf qu'elle se fasse découvrir, tu stresses de la réaction des gens et tout, et c'est fait de façon très fine au final, mais c'est un film à suspense presque, et ouais, aujourd'hui, genre, je relate trop à ça parce que je suis trans, j'ai quand même un passing. La plupart des gens disent d'abord monsieur avant de dire quelquefois ils se corrigent, mais maintenant plus trop. Donc j'ai ce stress-là. Et ouais, a posteriori, je suis comme, c'est ce stress-là que j'avais tout le long du film pour un autre personnage. Et en fait, là je vous dis ça sur Tomboy, ça va être une façon de vous présenter un peu l'approche que je vais avoir de ce film. Le titre de la vidéo, je pense, ça va être Portrait de la jeune fille en feu en toute subjectivité. C'est l'idée en fait de... Je vais vous parler de ma perception de film. Dans ma vidéo sur Yuri on Ice, j'ai parlé de codage et décodage. En fait, je vais vous parler de mon décodage de ce film. C'est-à-dire que je vais pas faire des hypothèses sur des intentions de réalisatrice. Je vais pas vous parler de techniques de cinéma, parce que j'y connais pas grand-chose. Hein. Moi, je m'y connais en technique de bande dessinée, je m'y connais, je pense, à force en technique d'animation. La réalisation live action, je me sentirais pas du tout légitime d'en parler. Je vais vous parler donc de ma réception, purement ma réception, et donc vous parler de mon vécu à travers cette réception. J'ai beaucoup de mal à me confier, à parler de ma vie directement en fait, et je le fais à travers les fictions que je produis, à travers les analyses que je produis en fait. C'est parce que c'est ma subjectivité. Ce film, ça va être l'occasion de me confier un peu. Attention, c'est l'instant confidence. Préparez-vous, sortez vos mouchoirs, ça va être un peu triste. Non, en vrai, je vais faire des blagues dessus, puisque maintenant c'est passé. Ça me fait encore pleurer seule la nuit, mais ça va. Bref, donc ce sera mon approche. Mais ouais, on arrive sur la carrière de Céline Sciamma à Bande de filles. Bande de filles, sur le coup, je l'avais vu quand je faisais mes études, il y avait eu une projection au petit cinéma d'art et d'essai de ma ville, il y avait genre 4 cinémas d'art et d'essai, ils avaient des prix super bas, c'était la belle vie, j'allais au cinéma toutes les semaines, enfin c'était bien. Et Céline Sciamma était venue en personne présenter son film, je me rappelle que ça avait été plutôt sympa, mais après coup, j'avais vu une autre réception de ce film en fait, une réception par des femmes non blanches, du coup, des femmes noires, afroféministes qui n'ont pas du tout aimé le point de vue qu'avait pris le film, et je vais vous linker en fait leurs paroles parce que c'est important en fait de s'y confronter, je pense, donc je vous mets ça en lien en description. Ça m'avait un peu fait prendre du recul et fait réaliser des choses, et donc ouais, je dirais que justement Céline Sciamma part de sa subjectivité, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais être acteur, mais être auteur, tout ça c'est entrer dans d'autres subjectivités, peut-être, mais
on part quand même toujours de notre vécu et il y a des choses qui vont nous échapper. Et je pense qu'avec Bande de filles, il y a des choses qui ont échappé à Céline Sciamma et qui ont été mal reçues. Je ne vais pas faire plus de commentaires parce qu'en fait, c'est pas à moi de le faire. Parce que justement, ma subjectivité, c'est pas celle de ces personnes-là, c'est pas celle de concernés en fait. Du coup, on arrive à Portrait de la jeune fille en feu. À la base, je voulais grave faire une vidéo genre essai sur ce film où j'expliquais à quel point il est beau et riche et bien écrit et tout ça, et de façon un peu plus détachée, avec un montage un peu stylé. Et puis, je pense que ça a été déjà fait en fait. Et j'avais quand même envie de parler de ce film. Et je me demandais ce que je pouvais y apporter. Et puis, en fait, tout bêtement, ce que je peux y apporter, c'est ma perception, ce que j'y ai vu. Je vais quand même dire un peu tout ce qui fait que ce film est pour moi une immense réussite. Peut-être juste l'écriture. C'est pas que l'écriture, enfin je pense qu'il est très bien réalisé tout ça, mais je me sentirais moins de juger ça par contre, mais l'écriture est incroyable. Je trouve qu'absolument tout a un setup payoff, en fait tout, il n'y a rien qui est mis comme ça en fait. Tout peut être analysé, tout se répond, il y a plein d'échos, c'est une espèce de broderie extrêmement fine, tout est fini, tout est bouclé en fait. Et c'est incroyable, c'est tellement satisfaisant de voir ce genre d'écriture. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont laissées comme ça maintenant dans des films que je vois qui sont pas menés jusqu'au bout parce qu'il y a trop de gens qui sont impliqués, parce que on réécrit constamment les auteurs, parce que beaucoup de films sont des compromis. Et j'ai l'impression que ce film est tellement va tellement au bout de ce qu'il a voulu faire, et j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant à voir. C'est un film très féminin, et je trouve toujours ça agréable de voir des films féminins. En fait, je l'ai vu avec plusieurs femmes ou assignées femmes, ce film. Je l'ai vu 3 fois au ciné, du coup. Et à chaque fois, il y avait on me disait... je me suis rendu compte au milieu du film qu'il y avait que des femmes, en fait, que j'avais... Ou alors, quand il y a un homme qui réapparaît dans le film, que tu vois que des femmes pendant tout ce film-là, et il y a quelque chose d'agréable là-dedans, parce que ça arrive juste extrêmement rarement dans les médias. Voilà, à part quand tu fais comme moi, tu regardes que des trucs de Magical Girls QQ ou des machins comme ça, ou des animés où tous les mecs ressemblent à des meufs. Hein. On est sur du queer, tout ça, bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai un script en anglais en fait, parce que j'ai quand même écrit un script sur ce film. J'essaie de voir ce que j'ai mis dessus. Ouais, ça vaut le coup, à cause de cette écriture très complexe au final, de voir le film plusieurs fois, parce que vous allez remarquer des choses que vous n'avez pas remarquées les premières fois aussi. Tous les motifs qu'il y a le regard, il y a le mythe d'Orphée, le feu évidemment, des choses en miroir quoi, enfin, la condition féminine en fait, avec le fait qu'elles sont toutes prisonnières, tous les personnages sont prisonniers de leur condition, mais trouvent une échappée en fait dans le fait d'être que entre femmes, donc dans ce huis clos féminin. Le sourire, le rire qui reviennent, qui se font écho, des répliques liées à ça. Je lis mon script. T'as donc toute cette thématique du lesbianisme. Tu vois des femmes velues, c'est trop stylé. Des femmes avec des poils. On voit jamais ça au cinéma, à part du coup dans le cinéma indépendant d'auteur, I guess. Dans les années 70. Dites-moi. Les couleurs qui se répondent, avec les robes qui s'inversent. Enfin, en plus, c'est vraiment un trope, c'est marrant parce que c'est un trope dans les animés, ou enfin dans plein de dessins animés. Un coding des blue and red. Je crois qu'il y a blue Oni et red Oni, c'est des démons en fait. Et puis t'as blue and red lesbienne. T'as vraiment beaucoup de coding comme ça, et enfin, du coup tu le retrouves dans un film d'auteur, je trouve ça super marrant. Et ouais, donc ça passe par d'autres couleurs, à la fin qu'elles soient toutes les deux en jaune dans la dernière scène, que la scène d'avant, on voit Marianne avec une robe bleue, le bleu et le vert qui avaient été jusque-là les couleurs d'Héloïse, et c'est le moment où elle la retrouve à travers un tableau, quoi. Et toutes les autres scènes où du coup t'as cet équilibre rouge-bleu ou rouge-vert. Donc une couleur chaude, une couleur froide, c'est facile, mais ça marche super bien, quoi. Il y a un mélange des genres dans le film que je trouve très efficace. Ouais, je regarde mon script, j'étais comme, dis donc, j'ai dit des choses intelligentes. Ça rappelle la littérature du 19e siècle, une littérature finalement très féminine, gothique, en fait. C'était très apprécié par les femmes. Si vous lisez Northanger Abbey de Jane Austen, ça montre à quel point les femmes étaient passionnées par ces histoires de vampires et tout ça. C'était une littérature populaire, plus accessible aux femmes, et donc où il y avait des femmes autrices qui se faisaient du bif
ou qui essayaient de se faire du bif en se faisant passer pour des mecs. Bonjour les sœurs Brontë. Ouais. Et donc c'est un genre en soi très féminin que t'as, mais t'as aussi du coup le film historique. T'as un côté un peu enquête aussi sur le mystère de la sœur d'Héloïse, ça dure pas très longtemps, mais comment elle est morte, qu'est-ce qui se passe, t'as tous les événements qui sont annoncés en fait, et du coup, au final on est sur une tragédie intime, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus mystérieux qui se passe, quelque chose comme ça, le fait que ça se passe sur une île. Il y a quelque chose de très 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 sensuel dans ce film, il y a le son en fait, le traitement du son. J'ai une amie qui l'a vu avec moi qui m'a dit c'est ASMR le film, c'est un peu ça. C'est juste très très bien fait, très très bien fait. Et là on va passer à la story time. Je vais vous parler de plusieurs scènes qui ont fait écho à un vécu que j'avais qui était extrêmement récent en fait. Par quoi je vais commencer ? Du coup, il y a plein de choses qui sont montrées de façon très simple et très efficace. Le moment où Marianne a ses règles, c'est incroyable comment c'est montré en fait. J'avais jamais vu ça quoi. Son corps est, tu vois son corps nu, mais tellement juste simple, nu comme ça. Et ouais, on te parle de ses douleurs, tu comprends tout de suite en fait. Il y a aucun mot qui est dit. Il y a aucun mot qui est dit sur sa situation, mais tu le comprends. Et c'est très intime en fait. T'as cette scène de l'avortement. C'est pas un vécu à moi, mais je pense que c'est une peur qui plane sur la plupart, beaucoup d'affam en fait. C'est la plus belle scène d'avortement que j'ai jamais vue au cinéma en fait. C'est vraiment présenté comme... Enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme une nouvelle naissance. T'as des enfants en fait sur le lit juste à côté de la personne qui avorte et il y a un sourire en fait, il y a quelque chose de très doux, d'extrêmement doux, d'une intimité partagée, d'un secret partagé aussi entre des personnes qui souffrent de cette condition spécifique en fait, le fait de pouvoir enfanter. Et ouais non j'ai trouvé ça extraordinaire. De le représenter comme ça, j'ai trouvé ça super intéressant, super intelligent, et ouais, voilà. On va aller petit à petit vers du plus intime. Pouf, pouf, pouf. Alors moi, ce qui m'a parlé très fort, c'est le fait que elle fasse le choix de vivre une romance malgré la séparation qui va venir. Et en fait, je l'ai déjà fait ce choix, et donc je me suis complètement identifiée à ça. J'ai été dans une relation à distance, genre on était sur des continents séparés pendant quelques temps, pendant longtemps quand même, ça allait faire 3 ans quoi. On s'est pas séparés à cause de la distance, mais je vais y venir juste après, justement. Tout est lié, tout est lié. Ce film m'a vraiment beaucoup parlé. Et oui, c'était leur séparation le fait de s'observer à distance, de s'observer vivre à distance, sans pouvoir avoir d'implication dans ce vécu après, le fait d'avoir ce compte à rebours avant la séparation, c'était tellement... Genre, j'étais là, oui, c'est ça, en fait. La dernière nuit que les deux héroïnes passent ensemble, où elles sont comme ne t'endors pas, j'étais comme mais j'ai vécu ça en fait, c'était tellement juste, c'était ça fait mal, ça fait très mal. C'est une lutte contre le temps, mais c'est un choix aussi qui est fait de vivre ça, même si on sait que ça va être dur quoi, et ça vaut le coup, enfin genre je regrette rien quoi. Cette scène, mais qui m'a fait genre tellement bader. La mère d'Héloïse va la marier de force en fait pour échapper elle à sa condition, quelque part pour négocier sa condition, pour renégocier sa condition, pour déménager de cette île pluvieuse, venteuse, très très belle mais qui ne lui convient pas parce qu'elle vient d'Italie, elle vient d'un pays où il y a plus de soleil, tout ça. Elle veut retourner à Milan et donc elle veut marier sa fille à un Milanais. Et elle se ment à elle-même en disant,
y a une espèce de demi-lucidité où elle dit oui, mais c'est pas plus mal qu'une autre situation, quoi. Sauf que sa fille, bah, elle est soumise à son autorité et elle va du coup faire ça pour elle. Et la mère se ment un peu en disant que elle fait aussi ça pour sa fille, alors que c'est pour elle. Et ce mensonge à elle-même, je trouve, il trouve une concrétisation dans cette scène, mais qui m'a fait tellement cringer quand elle demande à Héloïse embrasse-moi comme quand tu étais petite. Et du coup, Héloïse qui bade, qui la regarde avec une tête, mais on dirait qu'elle va la mordre, qui lui fait ce bisou comme quand elle était petite, effectivement, un truc comme ça. J'ai vécu une situation d'abus parental, et la personne avec qui j'étais, on s'est séparés à cause d'une situation d'abus parental. En fait, basiquement, sa mère acceptait pas qu'on soit... Je sais pas si sa mère, si le problème c'était que elle soit avec quelqu'un, ou qu'elle soit avec quelqu'un de queer, ou qu'elle soit avec quelqu'un qui compte pour elle autant que j'ai compté pour elle, mais en tout cas, sa mère y est quelque chose dans notre séparation, ce qui est... c'est le fait qu'elle ait laissé sa mère y être pour quelque chose dans notre séparation qui est un problème, mais il y a quand même ce problème de base. Si je peux vous dire qu'il y a eu un happy ending, c'est que du coup, la personne avec qui j'étais a commencé une thérapie suite aux événements et commence à vraiment se détacher de cette emprise maternelle horrible, parce qu'aujourd'hui on peut faire ça. Mais dans le portrait de la jeune fille en feu, tu ne peux pas faire ça, parce qu'il n'y a pas de thérapie, parce que ta condition féminine est un enfermement pour tout le monde. On a de l'empathie pour la mère d'Héloïse qui lui fait subir ça. On a beaucoup d'empathie quand même pour elle, parce qu'on sait qu'elle est aussi prisonnière que les autres. Finalement, elle a retrouvé un peu de liberté et d'autorité parce qu'elle est veuve, parce que son mari a clamsé. Et il y a cette scène donc où la mère se ment elle-même en se disant « mais je ne suis pas une mauvaise mère puisque ma fille m'aime ». Et donc elle lui demande cette rassurance, sauf que le fait qu'elle la demande, le fait que ce soit l'enfant, la fille qui soit en position de rassurer la mère, j'ai trouvé ça mais horrible. Horrible parce que c'était vrai, enfin, c'est une très belle scène parce qu'elle est ignoble, elle est insoutenable pour moi. Enfin, quand je la vois, j'ai envie de mordre, j'ai envie de taper des gens, enfin, de taper des choses, je sais pas. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Je déteste ce genre de situation. La personne avec qui j'étais passé son temps à rassurer sa mère sur le fait qu'elle méritait pas ce qu'elle lui avait fait, comme si le fait d'être avec moi c'était quelque chose qu'elle lui faisait à elle, c'était ça, quoi. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Les abus parentaux, on aime. Il y a une autre scène, un autre dialogue qui m'a grave marqué. Le moment où il y a une espèce de dispute juste avant le retour de Madame, de la mère, dans la maison. Du coup, Marianne et Héloïse s'engueulent à mots voilés, c'est assez bien écrit en fait. Héloïse demande à Marianne, est-ce que tu voudrais que je résiste ? Et Marianne lui dit oui, je voudrais que tu résistes, que tu luttes pour échapper à ta condition en fait. Et Héloïse lui demande est-ce que tu me le demandes ? Et Marianne lui dit non. Et genre, j'ai développé sur ma situation, ma séparation, j'étais exactement dans cette situation-là où je ne pouvais pas me permettre de demander à ma partenaire de rompre avec sa famille, ce qui basiquement pour moi semble être la solution pour un meilleur vécu de sa part, et elle est arrivée à cette conclusion d'elle-même plus tard, mais je le voulais en fait, parce que je l'aime et je voulais continuer à être avec elle. Donc j'ai trouvé cette réplique extrêmement juste aussi, et enfin ouais, je l'ai trouvée super belle cette scène-là, je l'ai trouvée très subtile, très nuancée, et pareil, ça fait mal. Ça fait mal! On va passer à encore plus perso. On passe du plus perso au plus perso. Là, je vais vous parler de la scène. Il y a une scène musicale au cœur du film où des femmes se retrouvent pour une fête autour d'un feu. Des femmes du peuple, du coup. Et t'as nos deux héroïnes un peu plus bourgeoises, je sais pas dans quelle mesure on peut dire qu'une peintresse est une bourgeoise, mais donc Héloïse est une bourgeoise qui viennent et qui observe ces femmes chanter. C'est une chanson complètement anachronique, mais vraiment d'une beauté extraordinaire, elle me hante. C'est à chaque fois je chiale, je peux pas ne pas chialer en fait. J'ai tout de suite compris, puisque j'ai fait un peu de latin, et puis c'est pas bien compliqué, le sens des paroles, elle répète en fait en boucle « Fuggere non possum ». Je sais pas si je le prononce bien, je sais pas comment prononcer du latin. Je crois qu'il y a deux écoles, il faut le prononcer soit à l'italienne, soit fuggere non possum ou fuggere non possum, je sais pas. Elle le prononce à l'italienne,
Ça veut dire je ne peux pas fuir. Ça, elle répète je ne peux pas fuir, je ne peux pas fuir, je ne peux pas fuir. Mais il y a quelque chose de super libérateur dans cette répétition, c'est-à-dire qu'elles partagent cette condition ensemble. Et donc elles sont dans cette espèce de cercle purement féminin, dans cette sororité qui annonce du coup le moment où va y avoir l'avortement aussi. Elles sont sur cette île et il y a une beauté en fait dans cette sororité-là. Pour le coup, c'est quand même, ça fait écho à Bande de filles, c'est une sororité blanche. Même si pour le coup elle dépasse un peu les classes puisqu'on a deux bourgeoises qui y assistent. Ça m'a terrifiée en fait, parce que je suis trans, je commence à avoir un passing de plus en plus efficace en fait. Je l'ai dit, les gens se corrigent de moins en moins en disant pardon madame quand ils me voient en fait. Et est-ce que je vais perdre ça en fait? Parce que clairement quand t'es une femme, on vit en patriarcat, je vous apprends rien, t'es opprimé. Après, il y a d'autres choses qui viennent, t'as d'autres oppressions et tout ça, on n'est pas toutes égales, ce serait illusoire de se dire ça. Mais t'as cette oppression de genre. Et est-ce que si je passe à l'ennemi, est-ce que je vais perdre tout ça? C'est vraiment ça qui m'a fait mal aussi, mais mal, genre mal bien, c'est du mal artistique quoi, c'est du ça fait un écho intime quoi. Et c'est genre, pareil, c'est cette phrase, je ne peux pas fuir. Moi, je peux pas fuir le genre qu'on m'a assigné. Je serai jamais un homme cis. Je peux fuir quand même certaines choses, mais du coup, je vais perdre cette connexion du je ne peux pas fuir ensemble parce que j'aurai certains privilèges. T'as Laurier The Fox qui a sa campagne Existence, c'est toujours... au moment où je publierai la vidéo, ce sera probablement fini. Félicitations Laurier The Fox si tu vois cette vidéo pour ta campagne pour la publication de Existence d'ailleurs, c'est trop cool ton taf. Et qui avait publié des témoignages des hommes trans, comment ils se placent dans les milieux féministes. On est un microcosme dans le microcosme quoi, c'est... On sait pas où être, on sait pas où se placer quand on passe à l'ennemi quoi. J'ai beaucoup lutté contre le fait d'être trans parce que la masculinité pour moi c'était quelque chose d'hostile auquel j'aspirais presque malgré moi en fait. Et je me surveille beaucoup par rapport à ça. J'ai terriblement peur de devenir un mec et de perdre cette solidarité, cette sororité. C'est ça que ça a éveillé en moi, c'est ça que cette chanson éveille en moi, cette peur. Mais genre j'y reviens, hein, je la réécoute assez souvent. Et à chaque fois c'est genre la chialade maximum. Et c'est ça un petit peu ce film pour moi. Il y a plein de dimensions, comme vous l'avez vu, qui ont eu un écho intime chez moi, un écho artistique, je fais des liens, tout ça, j'étais comme aussi juste une appréciation esthétique parce que c'est si bien écrit. Parce que c'est si satisfaisant de voir un film comme ça où t'es comme c'est si bien fait, j'ai quasiment rien à dire. Tu quittes la salle, t'es comme j'ai rien à dire à part que j'ai kiffé. Oui. Mais il y a cette peur quoi. Et voilà, ça reste des questions ouvertes. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on peut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'espère que la vidéo vous aura plu, intéressé. S'il vous plaît, juste, genre, je le dis comme ça. Évitez les commentaires où vous commentez mon passing. Genre, je sais pourquoi je passe, c'est juste gonflant. Peut-être ça va vous encourager à le faire si je le dis. Je vais voir si je le cut ou pas ce passage-là. C'est la fin du confinement, en fait. Là, je tourne ça le dernier week-end. Je sais pas si je vais garder un rythme aussi régulier pour les vidéos, mais ça, quelque part, ça a été un plaisir de redécouvrir le fait de publier des vidéos à forte fréquence et d'échanger avec vous aussi souvent. J'ai perdu pas mal d'abonnés, puisqu'on perd des abonnés. Plus on publie sur YouTube, plus on perd d'abonnés. Je ne sais pas. Mais ouais, ça m'a permis de refaire un petit peu des choses plus adéquates, plus en phase avec ce que j'étais sur ma chaîne. Et dans tous les cas, on va se retrouver dans un tas de situations, sur mes divers projets. En parlant de se confier dans une œuvre de fiction, je pense que je vais lancer un crowdfunding, pour ceux qui suivent un peu mes BD, je vais lancer un crowdfunding pour le tome 3 de Yaoi Files, parce que je pourrais pas en fait amortir l'impression directement avec une convention, puisque Japan Expo a été annulée. Et donc, quelque part, je préférerais m'en sortir avec un crowdfunding ou des précommandes pour pas avoir un
trou dans le budget. Donc ouais, n'hésitez pas quand je lancerai le truc. Enfin, si ça vous intéresse, mes BD, surveillez mes réseaux sociaux, je ferai des annonces liées à ça. Et n'hésitez pas à partager et tout ça. J'ai besoin de vous. On se retrouve bientôt.